Nous sommes donc avec l'une des chaînes donc télé, Vision donc 4. Dieu donné donc Somba, bienvenue 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec le régime donc en place qui est donc extrêmement violemment donc fâché de cet engagement donc le professeur donc Kamto Maurice sème donc tout un trouble du côté donc de Douala. Qu'est-ce qui se passe donc avec Dieu donné, si vous le voulez donc très bien, monsieur, qu'est-ce qui se passe donc en Afrique? Ok, c'est bon. Bon! Les hommes politiques se parlent au moins. Non, les hommes politiques ne peuvent pas se parler dans ce système. Tel que le système est structuré, autour d'un seul individu qui contrôle tout. Et qui suscite des compétitions de divers segments communautaires. Mais vous ne pouvez pas avoir un discours de paix. Ce n'est pas possible. C'est un peu comme si vous aviez un héritage et un seul individu gère cet héritage-là. Comment voulez-vous que tous les gens soient d'accord? C'est ça le problème. Donc, alors, autrement dit, vous comprenez la posture de certains hommes politiques qui ont des discours plus ou moins violents? Non. J'ai dit ceci, comprenez-moi bien. Non, mais je vous comprends. Je vous pose une question, Dieu donné. J'ai dit que si un seul individu, dans une fratrie, l'aîné confisque les plantations sans les partager, il ne peut pas se plaindre que les petits frères soient violents à son égard. Tous les autres n'auront pas le même type de violence. Donc du coup, c'est une façon implicite de comprendre certains discours. Mais c'est logique. J'ai dit, le Cameroun n'est pas la France. Pour parler de république, discours républicain, ça n'a pas de sens. Parce que même le gouvernement, qui tout le temps parlait de ça, veut tout simplement qu'on le laisse tranquille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sincérité même dans ce qu'il dit. Il est plutôt agacé, n'est-ce pas, que dans sa jouissance du pouvoir, que d'autres personnes viennent contester. C'est pour ça qu'il parle de ça. Et vous, quand vous dites, vous êtes en train de relayer ce discours-là. Il n'y a aucune sincérité. Le problème aujourd'hui, c'est que un pays ne peut pas fonctionner durablement dans la paix quand il n'y a pas un consensus sur les fondamentaux. Et le problème du Cameroun, c'est le consensus sur les fondamentaux. Nous divergeons sur tout. On parle par exemple d'autochtonisme. Quand les autres disent que il n'y a pas d'autochtonie. Ok. Il y a donc une sorte. C'est-à-dire, le vrai problème, c'est que le parti au pouvoir, je ne veux même pas appeler le RDPC, le système postcolonial a imposé un modèle qu'il ne veut pas revoir pour l'ajuster aux exigences du Cameroun réel. Il veut continuer comme ça alors que le système est en train d'exploser dans tous les sens. Donc j'ai dit une fois de plus, il faut de vraies réformes dans ce système. Parce que tant que le modèle fonctionne, le pouvoir d'étudier est devenu un enjeu de mort. C'est pour ça que les gens, quand des gens annoncent des guerres, la machette, tout ça, c'est parce qu'on a ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir-là qu'il faut réformer. Il n'est pas normal qu'un seul individu contrôle autant de ressources, autant de... Ce n'est pas normal. Parce que quand vous avez ça, il y a d'un côté le reste des Camerounais et de l'autre côté, Biya seul. Mais c'est pas pour autant qu'on comprendra ceux qui viendront avec des machettes ou des Mais bien, puisque c'est l'enjeu, on ne comprend pas pourquoi. L'enjeu essentiel, c'est le contrôle des ressources collectives. Hein? Mais vous ne pouvez pas concentrer ça et attendre la paix. Et vous n'appelez pas, vous n'appelez pas dans ce cas votre chef de famille autour d'une table, d'une palabre et puis résoudre les problèmes. Mais vous prenez la machette. Non, il n'est pas disposé. Bien sûr. Si le chef de famille ne comprend pas, que vont faire les frères? Donc en réalité, c'est le modèle qui crée les conditions. Quand les gens s'expriment comme ça, ces expressions-là expriment la violence intrinsèque du système.
Mais le problème, c'est que vous vous mettez à la place des dirigeants qui veulent la paix. Ils veulent la paix parce qu'ils mangent. Hein? Ils veulent manger en paix. C'est pour ça qu'ils jugent le discours des autres. Mais les autres réclament aussi leur tour. Au Cameroun, le pouvoir s'analyse aujourd'hui en termes de quoi? En termes de rotation tribale. Et moi, je dis que Weber, dans aucun manuel de Weber, je le dis à l'autorité en tant que professeur de droit public et de sciences politiques, Weber n'a parlé du modèle communautariste. Je vous dis nulle part. Et la crise que nous avons aujourd'hui, mais c'est la crise de l'État qui a entraîné une crise du droit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Il faut sortir du désordre et du dérèglement que nous vivons autour du président. C'est-à-dire que, regardez, quand vous avez une crainte, vous avez mon ami, parce que, vous voyez, moi je cite mes amis, je vérifiais auprès du ministre Atangandji. Je vous jure que même si Atangandji ne me voit plus, j'ai cheminé avec Atangandji, le ministre Atangandji. Quand il dit, il parle de Molinex. Est-ce que c'est bien? Quand vous voyez les acteurs qui accompagnent le chef de l'État, les problèmes de justice, il faut repenser l'État. Lorsque Dieu donnait Somba dit que ceux qui se lèvent, quels sont ceux qui se lèvent pour parler? C'est des gens qui veulent préserver leurs intérêts. Regardez aujourd'hui, et c'est là où j'en veux un peu au ministre Kamto. Le ministre Kamto, j'ai l'impression que c'est aussi un espion du régime, du système. Pourquoi? Parce que, avec un peu de sagesse, il est dans une dynamique, c'est lui ou rien. Quel est un système où un leader politique ne peut pas discuter avec les autres? Et quand vous observez très bien, autour du président Paul Biya, c'est le désordre et le dérèglement qui règne. Le président dit, je verrai si je vais me présenter ou si je dois aller me reposer. Mais les gens lui disent que non, il faut y aller, il faut y aller. Est-ce qu'ils ont la sagesse du président? Ramenez donc sur la problématique centrale de votre question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, parce qu'il y a une bataille de succession, il y a une confiscation de la gouvernance. C'est-à-dire que si vous faites des statistiques réelles, vous allez voir que 2% de personnes dans l'ordre gouvernant confisquent 98% des attentes des Camerounais. Il faut repenser la gouvernance. Vous savez, quand les gens se mettent à vous parler, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça. Mais l'opposition, ce n'est pas elle qui va nous donner des routes. Ce n'est pas elle qui va nous donner de l'eau. Ce n'est pas elle qui privilégie la pédophilie. C'est-à-dire que les petits-enfants qui sont violés au quotidien. Ce n'est pas elle qui est à l'origine du mauvais whisky, du mauvais vin et de tout ce que nous consommons de frélaté, où je vais vous donner des chiffres de l'OMS. Toutes les 23 minutes, toutes les 10 minutes, je vous donne les derniers chiffres, 25 Camerounais meurent. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui au Cameroun 500 morts par mois. Comment éviter ça? Comment redonner de la vitalité aux Camerounais? Lorsque nous savons qu'autour du président Paul Biya, certains ont créé le vide. On a atteint un stade où on doute même de ce que certains collaborateurs du chef de l'État viennent nous proposer. Où est l'affaire Martinez? Amour Bilinga est en prison. Au-delà de cela, quand vous voyez des gens comme les rapports de la CONAC, qu'est-ce qu'on en fait? Et au-delà de là, où est les affaires Covid, les affaires des stades? C'est pourquoi je vous dis qu'un homme politique accompli, ce n'est pas mieux ce qu'ils le décrivent. Ils ont raison. C'est un des éléments vrais. Mais un homme politique, c'est quelqu'un qui comme l'a si bien démontré Essomba, c'est des gens qui règlent les problèmes de la société. Pour moi, je prends la définition de Michel Alliot, un homme politique professionnel, c'est celui qui apporte le bonheur à son peuple. Celui qui règle les problèmes, qui ne laisse pas les gens dans l'incertitude.
Le Cameroun vit dans une incertitude terrible. Autour de cela, qu'est-ce qu'ils ont donc mis en place? La bataille de succession. Je termine, vous allez encore me reprocher d'illustrer. J'étais étudiant, j'avais 20 ans. Quand j'étais le patron du parti à Paris, le ministre Grégoire Onaki répond à Kamto. Il était déjà secrétaire général du comité central. Adjoint. Citez-moi un pays où un monsieur peut être 30 ans secrétaire général adjoint. C'est bloqué. Le problème d'Ateba Yéné, mes problèmes, c'est que dès que vous levez la tête, où est Adama Modi? Où est Mila Assouté? Et où sont les autres? Ils ont créé le vide autour de ce qu'on appelle une proie qu'on appelle Paul Biya. Pour être député, Paul Biya a dit que, pour être maire, Paul Biya a dit que, mais vous dites quoi? Donc ça veut dire que tout le désordre et le dérèglement, Boni Philippe, croyez-moi, que nous vivons actuel, c'est un système où le président Biya est pris en otage. Non. Ça me regarde. Non, mais vous... Paul Biya est pris, est trahi, et il est pris. Trahi peut-être. Laissez, écoutez, gardez ces enregistrements. Non, je peux Vous pas allez voir ce qui va se dire passer. ça. Le président est pris en otage par une bande de personnes qui font de la République ce qu'ils veulent, parce qu'ils disent que Paul Biya ne va pas réagir. Ça peut vous choquer. Non, ce que vous dites ici ne vous engage pas que ça engage bien. Ça engage, sortez donc Amoubou Beninga de prison. Qui l'a mis en prison? S'il n'est pas en prison. Mais c'est le système. Non, je ne parle pas du RDPC. C'est des règlements de compte. Vous savez, Boni, vous savez, quand je parle, je suis un homme juste. Je suis un homme juste. Ateba Yéné et moi, il y a quelques ans, moi je ne parle pas des autres. Je vous avais donné 2 minutes pour oui, ça. Bon, nous avons eu le courage. Bon, je suis donc pour vous dire que s'il y a eu quelqu'un de privilégié dans ce système, chef de département, membre titulaire du comité central, professeur titulaire, avait un salaire de plus de 500 000 francs par mois. Et je ne vous compte pas d'émission, c'est moi. Il y avait tout pour que je ne dénonce pas ces délits. Vous comprenez? Et vous allez voir une dernière remarque, que ceux qui viennent pour la plupart dans les plateaux de télévision, ce ne sont pas des gens qui portent sur leur casquette de grandes responsabilités. Parce que ceux qui portent des responsabilités comme ce que moi j'avais, ils ne parlent pas. Dans le palais. Citez-moi, citez-moi 2 personnes ayant de grosses responsabilités, en dehors d'un garçon comme Hervé Emmanuel Combe, avec un poste comme celui que j'avais, et membre du comité central qui disent que ça ne va pas. Ngalé Bibé. Ngalé est brillant. Il est membre du comité central. Non. Oui, c'est ce que vous avez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vous en prie. C'est un monsieur talentueux et brillant. Mais ne venez pas me dire que, je vous dis bien que, qui dénonce. Ngalé Bibé dénonce. Non, c'est un grand homme réservé. Charles Elisande, s'il vous plaît. Vous me coupez toujours parce que vous à la télé. Gale, c'est mon neveu. Et c'est un monsieur dynamique. Titi Pierre. Bonsoir, maintenant on a passé la parole, s'il vous plaît. Oui. Soufflez que je vous dise que ça vous engage, mais ça ne m'engage pas. Alors, mais Sanganyami est un brillant biaïste, mais incohérent. Parce que la description qu'il fait de ce système-là, dont le responsable est Paul Biya, c'est exactement ce que les Camerounais disent, mais qu'il a essayé d'opposer, puisqu'il ne contrôle plus le système qu'il a créé. Il dit, à juste titre, que ne le coupe pas, s'il te plaît. C'est pour ça que c'est désagréable de couper toujours. À juste titre, qu'il y a des batailles de succession autour de Paul Biya, qu'il ne règle pas. Mais s'il ne règle pas, c'est qu'il n'est plus en mesure de le régler. Pourquoi il reste là? Première chose. Deuxième chose, ce sont les ministres lui qui devaient être sur les plateaux pour défendre le régime RDPC. Ils viennent très peu. À part peut-être que mais il vient en solo. Dans les pays sérieux, ce sont les ministres qui viennent défendre la politique du gouvernement. Quotidiennement.
quotidiennement. Quotidiennement. Il y a des programmes, pour ne prendre que la France, où des médias ont des représentants. Ou des personnes ayant des responsabilités. Oui, bien sûr. Membres du gouvernement, Moi, je le faisais comme membre du Nous comité allons central. passer très vite. membres du gouvernement, c'est eux qui doivent venir défendre la politique du gouvernement. D'accord. Ils viennent pas. C'est Oui, vrai. nous Et allons ça, passer. c'est parce que... Et je dis, le fait que Messanga le dénonce, c'est intéressant pour le pays. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de la dénonciation. Vous voulez ma mort? Mais jusqu'au bout, c'est quoi? Anissé. Non, s'il vous plaît. Moi, je demande la réalisation. On nous a laissé le reportage. En dehors de Paul Biya, vous voulez que je me protège? Un reportage sur la... Vous voulez que je m'attaque au président? Anissé. J'explique. Lorsque il dit qu'il s'était opposé à la privatisation, ça veut dire qu'il n'a même pas compris ce qui s'est passé. Le Cameroun était surendetté. Et ces biens ont été saisis par un huissier de justice appelé FMI. Parce que les Camerounais ne savent pas ce que le FMI est l'huissier de justice au niveau des États, l'institution de recouvrement. Donc, quand vous êtes endetté et que vous êtes incapable de régler vos factures extérieures, il y a une institution qui vient, qui s'interpose et qu'on appelle Fonds monétaire international, c'est sa mission. Et ce qui s'est passé dans les années 80, ce n'était pas des ventes, c'est-à-dire qu'on était libre de vendre, non, c'était des saisies. Des saisies parce que nous étions surendettés à l'extérieur, nous ne pouvions pas régler nos dettes. Nous avons été saisis par le FMI, donc, qui a saisi nos biens, d'abord nos entreprises. Il les a vendus, il a même saisi les salaires, il les a baissés, ainsi de suite. C'est d'abord ça qu'il faut bien comprendre, ces aspects techniques. Donc, l'opposition qu'eux, ils voulaient faire contre la privatisation, c'est un peu comme lorsqu'un huissier est devant vous. Il veut saisir la privatisation, votre femme et vos enfants s'opposent. Bon, l'opposition va servir à quoi? Il y a les gendarmes qui sont là et qui peuvent les interpeller. Donc, ont été saisis. Ayant été saisis, ils ont été vendus aux enchères. Maintenant, après la crise, on a retrouvé une certaine santé économique. Nous nous proposons donc de racheter ce qui nous avait été pris. Alors, la question, c'est que d'abord, ce rachat-là, c'est pour combien de temps? Supposons qu'on rachète. Le Cameroun aujourd'hui est endetté pour 14 000 milliards, donc plus de 11 000 milliards à l'extérieur. Et le FMI est là. Nous avons signé un programme économique et financier avec le FMI. Et la situation économique du Cameroun ne se redresse pas. Ça ne se redresse pas parce qu'on voit bien que les fondamentaux ne font que se dégrader. Bon, alors, lorsque nous achetons cette entreprise, est-ce que ce n'est pas pour revendre, enfin, pour être exproprié plus tard par le FMI? Parce que la peur aujourd'hui, pour ceux qui comprennent la macroéconomie, c'est un autre ajustement structurel beaucoup plus, enfin, au moins aussi sévère que celui des années 90. Avec saisie de ces biens, de ces entreprises. Donc, j'ai dit, bon, maintenant, je ne vais pas intervenir dans les aspects purement opératoires de l'entreprise. Est-ce que son service va s'améliorer? Ça, nos entreprises ont fonctionné. Elles ne fonctionnent pas très bien. C'est pour ça d'ailleurs que le pays est entré en crise et que le FMI a eu l'occasion de saisir nos biens et de nous exploiter, de nos biens. Donc, la question aujourd'hui, c'est que est-ce que c'est vraiment opportun? Moi, je ne pense pas. Vous ne pensez pas que ce soit une bonne décision? Non, ce n'est pas une bonne décision. Que le Cameroun rachète... Non, puisque de toute manière, on va récupérer. C'est-à-dire, la situation macroéconomique du Cameroun, on va récupérer.
Quoi, le Cameroun est incapable de gérer une société? Ce n'est pas un problème de gérer. Vous ne me comprenez pas. Non, mais je vous pose des questions. Non, ce n'est pas un problème. De comprendre. Ce n'est pas un problème de gestion. Je dis qu'il y a un ajustement structurel dans lequel on va encore ressaisir cette entreprise. Bon, il faut comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on est sorti de la crise en 2006. En 2006, nous étions endettés pour 900 milliards. Parce que quand on tombe dans la crise, on est endetté pour 11 000 milliards. Ce sont ces 11 000 milliards qui nous plongent dans la crise, dans l'ajustement. Parce qu'il fallait rembourser les dettes extérieures. On a donc nos biens qu'on a vendus aux enchères, c'est ça qu'on appelle privatisation. C'est des euphémismes pour désigner, n'est-ce pas, une saisie-vente au niveau des États. Parce qu'on ne va pas dire qu'on a saisi les biens du Cameroun pour vendre aux enchères. Mais c'est exactement la même chose. Bon, maintenant, en 2006, après une longue période d'ajustement, on retrouve les équilibres. On nous libère avec l'atteinte du point d'achat. On reprend avec les mêmes erreurs. On s'est réendette pour 14 000 milliards. Donc plus de 11 000 milliards à l'étranger. Et maintenant, il faut rembourser cet argent. Et le FMI vient pour assurer nos paiements internationaux. Maintenant, est-ce que c'est au lieu de reconstituer un capital appartenant à l'État? L'intelligent aurait même voulu que ce soit les régions qui achètent. Si moi j'avais été le conseiller du gouvernement, je lui aurais dit non. L'argent que tu as là pour acheter, remets ça aux régions. Un peu comme un polygame. Pour éviter d'être saisi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre ses biens à ses femmes. Parce que Lucien, les femmes ayant chacune son patrimoine, Lucien ne viendra pas. Mais maintenant, là, quand ils achètent, c'est cet néo-là que le FMI va saisir en premier lieu. Donc, au vu du contexte que vous décrivez, le Cameroun est incapable actuellement de gérer une société comme Eneo, c'est ça? Non, je dis la gestion technique, oui. C'est-à-dire nommer les gens, gérer peut-être, équilibrer les comptes. Si on met les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, avec les procédures, l'entreprise va marcher. Mais je dis que les conditions macroéconomiques du Cameroun oui, vous l'avez ne lui permettent pas de prendre ce genre de risques, sauf à le faire à travers les régions. D'accord. Mais Dieudonné Somba, est-ce que vous pensez que le processus va aboutir, processus de rachat, puisque Eneo pose Actis, je veux dire, Actis pose des conditions. Non, c'est des d'apurement des arriérés, par exemple. Non, ça c'est des problèmes purement financiers. Ce n'est pas là le problème. Oui, mais c'est des conditions qu'ils posent, Dieudonné Somba. Non, c'est des conditions qu'ils ont posées. C'est un contrat d'achat. Oui. Les conditions qui pour le Cameroun ont assez d'argent pour acheter, ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire, vous pouvez créer souvent de problèmes. Le problème des néo n'est pas la capacité du Cameroun de l'acheter. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je suis un spécialiste de l'économie, de la macroéconomie. Mais je dis que l'opération n'est pas opportune maintenant pour la simple raison que nous sommes sous ajustement et que le justice est là. Parce que quand il faut bien rembourser la dette, il faut bien nous contraindre à rembourser la dette. Mais vous dites que ce n'est pas un problème. Si ce n'était pas un problème de donner son bas, Actis n'aurait pas posé ces conditions, non, quand même. Monsieur Boni, non, j'ai dit Monsieur Boni. C'est dans les documents officiels, je suis désolé de donner son bas. C'est dans les documents officiels. Actis pose clairement des conditions. C'est des centaines de milliards de francs CFA. Ouais. J'ai dit, Actis pose des conditions d'une transaction. Moi, le seul Cameroun accepte les conditions, il paye non. Vous me demandez quoi? Si le Cameroun est capable de respecter les conditions d'une transaction, c'est une transaction. Et dans une transaction, chacun pose des conditions. Hein? Mais ce n'est pas là le problème. Non, pas du tout. Le Cameroun peut prendre un emprunt et payer. Il peut lancer un emprunt obligataire, il paye. Ce n'est pas là le problème. C'est-à-dire que le Cameroun peut réellement racheter en mobilisant les moyens. C'est un détail.
Ce qui est important, c'est qu'avec cette situation macroéconomique et la présence du FMI au Cameroun, depuis 2017, est-ce qu'il est prudent pour le Cameroun d'acheter un bien alors que l'UC c'est là? Parce que sinon nous serons encore obligés, le FMI va reprendre ces biens comme un huissier de justice et les revendre. C'est-à-dire le brader, comme le font tous les huissiers de justice. Donc le problème ici était un risque macroéconomique. Et qu'est-ce que vous conseillez donc, finalement? Oui. Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil? Qu'on reste, que le statu quo reste? Non, est-ce que j'ai dit ça? Non, J'ai dit que si le Cameroun tient à récupérer Eneo, que l'État distribue les actions aux régions. Ça veut dire que l'Eneo doit être la propriété de la nation camerounaise à travers les régions qui sont autonomes. Non pas une propriété de l'État central. Parce que c'est une propriété de l'État central, Ils vont tout raconter. Eneo sera saisi. Ça veut dire que après la récupération d'Eneo, vous allez entendre d'ici 5 ans, on vous dit on privatise. Vous allez croire que c'est une privatisation réelle, alors qu'en réalité c'est une saisie-vente. Voilà ce que j'ai dit. Anissa Ekane. Bon, je le sais déjà, vous n'allez pas me donner le temps des sommes parce que c'était important. Non, on ne peut pas vous donner le même temps. D'accord. La première chose que je veux dire, la remarque, c'est que et son bas ici de particulier, c'est que il analyse la situation et il la considère comme irréductible, figée. C'est pas possible. Il n'y a rien d'absolu dans la vie. Ce n'est pas statique. Il n'y a rien d'absolu. Premièrement. Deuxièmement, il oublie de dire que la privatisation de la SONEL est une opération de brigandage, de gangsters. Et sa renationalisation, c'est également une opération de brigandage. Comment ça peut reprendre son bien et recontrôler son bien, c'est du brigandage. Oui, pourquoi? Lorsque le FMI, comme on a dit, a exigé la privatisation de la SONEL, je sais qu'il y a des hommes d'affaires camerounais qui ont voulu faire un tour de table. L'État a refusé, sous le prétexte que ça va donner à ces hommes d'affaires qui voulaient faire un tour de table un poids politique incontrôlable. Première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui étaient chargés du processus de privatisation. Ce sont ceux-là même qu'on a nommés à la tête de l'entreprise privatisée. On appelle ça comment? Délit d'initié. C'est du brigandage. Aujourd'hui, Actis avait pris l'engagement de moderniser l'appareil de production et de distribution. Il n'a pratiquement rien fait. Ça faisait partie du contrat. Son loulou, Sa feuille de route. la réparation de son loulou, c'est 78 milliards. C'est-à-dire le prix De rachat. de rachat. Moi, je ne sais pas comment on appelle ça. Plus grave, les gens qui ont négocié la privatisation de la SONEL sont les mêmes aujourd'hui. Par des artifices de logiciels d'écran qui sont dans la vente d'actifs. C'est quel pays ça? Alors, quand vous posez la question à Soba, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est de faire un audit sur cette affaire de privatisation et mettre en avant les responsabilités de ceux qui sont occupés de cette opération. On fait le bilan d'une opération qui apparaît aujourd'hui comme une faillite, puisqu'on revient au point de départ. Où sont les responsables? C'est comme si on a ces pertes et profits. Le Cameroun a perdu des milliers de milliards de 2000
jusqu'en 2025. D'autant plus que cette entreprise faisait ce qu'elle voulait. Dans la facturation, c'est de la faute. Les prépaies, c'est la faute. La gestion comment appelle-t-on ça? Des centrales a été laissée. Mais raison de plus pour que l'État reprenne le contrôle de Sauf que, l'entreprise. Oui, mais Boni, on ne revient pas 25 ans plus tard sans faire le bilan. Qui est responsable de ça? Qui est responsable des milliards et des milliards que le pays a perdus? Il y a des noms, je ne vais pas la donner. Il y a des noms. Hein. Bon, d'accord, ok. Il va me couper. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il va me couper. Bien sûr, parce qu'on est C'est terrible ici. Il va me couper. Parce qu'il y a des noms. Des gens qui ont gagné des dizaines de milliards dans l'affaire de la privatisation nationale. Ne citez pas les noms. Et qui ont même été président du conseil d'administration de la société privatisée. Est-ce que c'est sérieux? Ça se fait où? Dans tous les pays du monde, on n'accepte pas des délits d'initiés, sauf au Cameroun. Aujourd'hui, on va à 78 milliards. Quand Nsomba a dit, mais ce sera la catastrophe. Parce que les dégâts causés par cette privatisation, c'est des centaines et des centaines de milliards. Ils nous vendent une entreprise encore plus déstructurée, en mauvais état, que quand ils l'ont prise. Alors, il te demande qu'est-ce qu'il faut faire, Anissé, quel est votre avis? Il faut C'est commencer. ça la question de Boni. Il faut commencer par voir ton mentor. Lui dire de faire arrêter des gens, de les faire auditionner et que la justice sévisse. Il fallait lui dire à votre mentor que ce pays-ci ne peut pas accepter qu'une poignée de gens font du brigandage à la tête de l'État. Et ils sont encore en fonction. C'est ça. Ils sont encore à fond. Tout le monde le connaît. Je ne cite pas parce que tu vas me couper. Mais les noms existent. Sur tous les Ils scandales. sont encore ministres. Ils sont encore ministres. D'autres occupent des postes de responsabilité en dehors du gouvernement. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut rien faire. La solution finale, pour chuter par là, c'est qu'on en finisse avec ce système de brigands que Messanga décrit si bien, mais que son mentor laisse faire. D'accord. Alors, parce que si vous devez citer des noms, il faut bien que vous m'apportiez des éléments de preuve. J'allais les donner. Que les noms, les preuves. Les preuves de combien ils ont gagné. Avec votre bout de papier C'est bien. sur lequel vous prenez des notes là. C'est écrit. Non, c'est pas possible. Ça a été préparé l'émission. Ok. Vous avez les noms et ce qu'ils ont fait. C'était préparé. D'accord. Hassan Fouapon, en quelques minutes, je vous en prie. Oui, je crois qu'après ce décor qui a été... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aujourd'hui, c'est opportun qu'une société comme Eneo soit renationalisée? Nous sommes pour la souveraineté du Cameroun sur un certain nombre de secteurs. Ce sont des secteurs régaliens, l'éducation, l'eau et l'électricité, ainsi de suite. Mais dans le contexte, pour parler de ce qui nous concerne actuellement, après ce décor qui a été parfaitement bien planté par les deux aînés qui nous ont précédés, je pense que l'espoir que je lis dans les yeux des Camerounais qui espèrent de cette renationalisation une amélioration de la qualité de l'offre en énergie, je pense qu'on ne peut pas avoir cet espoir-là. Parce que finalement, c'est un éléphant blanc. Comme le complexe sportif de l'Olembe est devenu stade Olembe, comme l'autoroute Yaoundé-Douala est devenue l'autoroute Yaoundé-Boum-Niébel. Donc finalement, c'est un éléphant blanc qui ne va produire rien. Parce que première chose, il faut rappeler aux Camerounais, et Dieudonné Sombala dit, nous sortons d'une nationalisation qui a conduit à une privatisation. Monsieur Dieudonné Sombala nous dit que c'était le FMI, donc un huissier qui est venu saisir, mais ce qu'il ne dit pas, c'est ce qui a conduit à la saisie. Absolument. C'est la malgouvernance. Et en l'état actuel, est-ce que cette malgouvernance est finie? Quand je dis donc que c'est un éléphant blanc, c'est parce que tant que vous avez le même système, rien ne va changer. Première chose, un système hyper centralisé, où vous avez des gens qui
veulent tout contrôler et ne rien laisser aux autres. Ce sont eux qui contrôlent la nationalisation, la privatisation, la renationalisation, la gestion de l'entreprise. Ça va aboutir à quoi? Deuxième chose, un système gouvernant qui est marqué par la gabegie, la malgouvernance, les détournements. Ça ne va rien produire de manière simple. Ce que nous proposons... Non, fondamentalement, je pense que les Camerounais qui ont même encore espoir, chaque fois que ce gouvernement a posé un acte, sont très forts. Au-delà d'être résilients, je pense même qu'ils sont mentalement, ils sont puissants. Non, mais parce que dans le gouvernement, vous voyez que je ne parle pas des personnes, je parle du système gouvernant. Parce qu'en l'état actuel, même si vous mettez le brillant Dieudonné Somba dans ce gouvernement, avec la structure du gouvernement, ça ne va rien produire. D'accord. On va finir par dire qu'il est lui-même médiocre. Je ne peux pas terminer comme cela. Permettez-moi. Maintenant, M. Dieudonné Somba a essayé d'évoquer une solution et que nous nous proposons. Dans le livre Projet de société, ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès, nous proposons, au-delà justement de ce qu'on appelle le fédéralisme, la création des régions communautaires autonomes qui devront gérer au-delà d'un certain nombre de secteurs, même l'eau et l'énergie. Parce qu'il est quand même absurde qu'en 2025, on parle de décentralisation et que finalement, ce soit l'État central qui soit obligé, que les gens soient obligés de partir à Yaoundé pour aller résoudre un problème d'électricité à Massangam, pour aller résoudre un problème d'électricité à Kaikai, alors que fondamentalement, Kaikai et Massangam ont leur potentiel sur place qu'on peut utiliser pour produire l'énergie. Le système désemparé, à bout, désespéré, cherche une étincelle, provoque les partis politiques pour qu'ils puissent lui offrir une opportunité. Et ça me rappelle, avec mon frère de l'UPC en face des années 58, ce qu'on a fait à l'UPC, c'est-à-dire pousser les partis politiques à bout pour justifier une répression sanglante. C'est la stratégie parce que aujourd'hui, le système est désespéré parce que la vérité, vous m'avez posé la question au début quand je vous ai dit que la pression c'est ailleurs, c'est pas chez nous. Le système est coincé. Le RDPC n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes de candidature, c'est bien le RDPC. Alors, pour éviter d'aller aux élections, il faut créer, il faut chercher un prétexte. Et le prétexte là, ils veulent le chercher auprès des partis politiques, c'est-à-dire qu'en les poussant à bout pour chercher une espèce de ras-le-bol qui va s'exprimer. Et à partir de là, ils vont profiter pour réprimer au sang, comme ils l'ont fait avec l'UPC. Et ça leur permettra de continuer. Parce que là, il n'y aura pas d'élection. On vous parlera de maintien de l'ordre et autres. Donc, voilà la stratégie du RDPC. Et donc, ce que moi, je peux dire, ce que je vais dire aux Camerounais, c'est que la révolution aura lieu bien cette année, 2025. Mais elle aura lieu dans les urnes. Vous dites révolution. Je dis la révolution aura lieu dans les urnes. La révolution aura lieu dans les urnes. Et conformément à notre discours au MRC, nous parlons de changement dans la paix et par les urnes. Donc, je dis que cette année, il y aura bel et bien révolution, mais cette révolution se fera dans la paix et par les urnes. Donc, les Camerounais sont prêts. Ils ne vont pas céder à la provocation. Vous allez observer tout ce qui se passe là, que ce soit les menaces, le discours du ministre de l'administration territoriale qui est essentiellement provocateur, qui est essentiellement de l'intimidation, ça rentre dans la logique de la provocation. Que ce soit les nominations, que ce soit le refus par Elekam de publier la liste électorale, tout ça rentre dans le cadre, c'est-à-dire qu'on veut chauffer le peuple, on veut le pousser à bout. Que ce soit les nominations au Conseil constitutionnel, tout ça rentre dans cette logique. C'est-à-dire que le RDPC cherche un sparring partner, il cherche un prétexte pour plonger le Cameroun dans le chaos,
afin de justifier qu'il n'y ait pas élection. Et nous disons que cette année, il y aura élection au Cameroun. Et nous sommes convaincus que les forces du changement, toutes tendances confondues, au fur et à mesure que l'échéance va approcher, sauront trouver le chemin, le juste milieu pour atteindre cet objectif, pour libérer définitivement le peuple camerounais. Donc, en ce qui nous concerne, ce qui se passe là maintenant, ce n'est plus du musulman. Non, ce n'est pas le musulman. C'est de la provocation. C'est-à-dire qu'il cherche à tout prix, il cherche par tous les moyens que le peuple, que les partis réagissent violemment, brutalement. C'est-à-dire qu'on vous chauffe pour que vous ne puissiez plus tenir. Mais là, nous, on l'a compris. On va tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait élection. Et c'est dans le cas de cette élection qu'il y aura la vraie révolution. Elle sera pacifique. Alors, c'est le conseil électoral qui devait publier, être saisi par le MRC pour publier la liste électorale nationale, ce qui a été fait d'ailleurs, mais on n'a pas de suite jusqu'ici. Quelles sont les autres démarches? Quelles sont les autres options que vous avez? Alors, je voulais avoir rappelé que les démarches du MRC ont un objet pédagogique. Parce qu'il faut que les Camerounais s'imprègnent, intègrent que dans une société, dans un État, la loi est la base, est le fondement, est le support sur lequel tout le monde devrait s'appuyer. Même si, pour l'instant, la loi est sauvagement agressée par le système en place. Mais le MRC prend la peine d'utiliser les voies de droit pour éduquer les populations, leur dire que dans une société, la société à laquelle nous aspirons, il faudra toujours s'appuyer sur la loi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas naïfs de savoir que les procédures que nous initions, que nous intentons, ne vont pas prospérer. Mais l'objectif est de rappeler, de dire aux citoyens que dans un État, il faut s'appuyer sur la loi, sur le droit. Donc, les procédures, elles continuent. Vous savez, je vais vous dire, dans ce pays, Maurice Kamto est exclu du système judiciaire. C'est-à-dire que Kamto ne peut porter plainte à personne dans ce Cameroun et qu'elle prospère, quel que soit ce qui lui arrive. Vous avez vu, il a porté plusieurs plaintes aux gens pour avoir été outragés, pour avoir été vilipendés. Aucune de ces plaintes n'a connu ne serait-ce qu'un début d'instruction. Vous avez vu des gens devant le domicile de Kamto. C'est-à-dire que chaque citoyen doit être protégé par le pays. On a vu des individus devant sa résidence, le menaçant de mort, alors qu'il y avait la gendarmerie, la police à côté. Personne n'a intervenu. Ces gens sont repartis. Il n'y a jamais eu de poursuite contre ces personnes. Donc c'est pour vous dire que c'est que toutes les procédures du MRC ont pour objet, parce que nous préparons le peuple à ce qu'il intègre que dans un état de droit, on s'appuie sur la loi. Donc, des procédures, il y en a. On continue, on est reparti au Conseil constitutionnel. Nous sommes repartis au Conseil constitutionnel. Nous savons qu'ils vont toujours jongler. Mais nous le faisons au nom de la loi, au nom du droit, au nom du respect de l'état de droit. Et ça permettra, parce que quand nous allons arriver aux affaires, le peuple nous rappellera que vous avez fait prévaloir à un temps le droit. Il faudra qu'on réponde positivement, qu'on démontre que nous étions les défenseurs de la loi. Et nous allons continuer dans ce sens. Donc tout ce que nous faisons, toutes les démarches que nous faisons, c'est-à-dire que c'est dans le but de former le peuple, des populations camerounaises, c'est-à-dire qu'à la pratique et au respect de la loi. Mais nous ne sommes pas naïfs. Et nous savons que jusqu'au bout, ils feront tout pour que cela n'aboutisse pas. Et nous sommes concentrés donc, avec toutes les autres forces du changement, nous sommes concentrés à mettre un terme à cela en 2025, quel que soit l'environnement. C'est-à-dire qu'ils peuvent confisquer le droit, ils peuvent confisquer les lois, mais le peuple répondra. Le peuple va se lever en 2025 pour dire ça suffit. Ils ne pourront plus rien faire. Alors, mais il y a quand même la question de la candidature de Maurice. Quand on a vu que les enchères sont montées ces dernières semaines, quand je parle de musulmans, s'il existe le musulman de l'opposition ou des forces de l'opposition, cette question-là cristallise le débat actuellement quand même. Non, vous savez, le débat sur la candidature Maurice Kamto est une distraction.
C'est une distraction, en fait, avec pour objectif de démobiliser les populations, c'est-à-dire que les sympathisants ou les soutiens de Moïse Kamto, avec pour objectif de discréditer le candidat. C'est ça l'objet de cette démarche-là. Parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas empêcher à Moïse Kamto d'être candidat. Il y a 3 possibilités d'être candidat aux élections au Cameroun. On peut passer par les 300 signatures en tant que candidat indépendant. On peut être investi par un parti politique. On peut se faire, enfin, par un parti politique, on peut avoir des élus dans son propre parti. Alors, si on nous laisse croire que dans un pays de près de 30 millions d'habitants, avec je ne sais pas combien de possibles signataires qui existent pour les 300 signatures, et qu'on vous dise que un citoyen ne peut pas obtenir seulement 30 signatures dans toute une région, cela démontre, c'est la preuve que nous avons affaire à un système qui a confisqué tous les corps sociaux, qui les a pris en otage, qui les a séquestrés. Parce que c'est ça que ça veut dire. Si on estime qu'un Camerounais ne peut pas avoir 330 signatures dans une région comme le centre, dans une région comme le nord, comme l'extrême nord, comme le littoral, ça démontre à souhait dans quel genre de système nous sommes. Donc, c'est la preuve. Nous, il faut donc que tout le monde le comprenne. J'ai entendu les experts, les soutiens du RDPC dire sur les plateaux que le RDPC contrôle tous les partis qui ont des élus dans l'objectif de ne pas permettre à Kamto de se faire investir par un parti. Vous vous rendez compte ? Les chefferies aussi et les conseils municipaux. Donc, vous voyez, quand on vous dit ça, ça démontre à quel point ils ont peur de Kamto. Donc, ils sont prêts à prendre en otage tous les partis qui ont des élus pour ne pas pouvoir investir Kamto. Alors, revenons sur la disposition des élus dans un parti. La loi est claire là-dessus. C'est-à-dire que la Constitution, dans son article 15, parle du mandat impératif qui est nul. Cela veut dire quoi? Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent quelque chose qui est aussi simple. Le mandat impératif, ça veut dire qu'un élu, une fois élu, n'appartient plus au parti. Donc, c'est l'élu qui s'identifie au parti et non l'inverse. C'est-à-dire aujourd'hui, le RDPC est majoritaire à l'Assemblée. Si la majorité, je prends 4, je ne sais pas combien il reste actuellement après les décès, combien de députés ils ont actuellement, si la majorité est quand même de 90, 91 députés sur les 180, si c'est tout par hasard, parce que ce n'est pas impossible, il peut arriver que des gens, dans une prise de conscience collective, décident de ne plus appartenir au RDPC. C'est-à-dire qu'au regard de l'état de déliquescence de notre pays, ils décident que non, on en a marre, on n'appartient plus. Ils disent que voilà, nous on rejoint l'UPC. Ce seront des élus de l'UPC. Personne ne peut leur contester. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée, ils vont voter par rapport aux orientations de l'UPC. Et il est même possible, si la majorité, même le RDPC peut se retrouver sans groupe parlementaire, parce que rien n'est impossible. Donc c'est aussi simple, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent que veut dire le mandat impératif nul. Ça veut dire aujourd'hui, parce que les gens parlent toujours du discours du professeur Kamto, quand il prenait la décision de boycotter les élections, où il rappelait que dans les conditions actuelles, le MRC ne pourra pas présenter de candidat. Mais c'était tout à fait vrai. C'était un discours de vérité. Parce que quand il le disait, il savait que quand le MRC ne va pas aux élections, il n'aura pas d'élu. Donc le MRC ne pourra pas présenter le candidat. Mais ça ne voulait pas dire qu'un militant du MRC ne pouvait pas être candidat. Et au moment où il le disait, conscient que le MRC n'aurait pas d'élu, il a donc dit que le MRC ne pourrait pas investir candidat. Mais les choses ont évolué entre-temps. Parce qu'il y a des élus qui ont rejoint le MRC. Des élus ont rejoint le MRC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le MRC peut se prévaloir des élus. Et il peut donc dire que sur la base, conformément à l'article 15 de la Constitution, le MRC ayant des élus en son sein, ces élus peuvent présenter ce candidat. C'est aussi simple que ça. Les gens vont tourner ça dans tous les sens, mais c'est ça l'esprit de la loi. C'est ça l'esprit de la loi. Donc, je dis que le RDPC peut perdre sa majorité à l'Assemblée aujourd'hui si un groupe de députés RDPC décide de faire défection et de rejoindre même un parti qui n'a jamais été aux élections au Cameroun. Et ce parti devient majoritaire à l'Assemblée.
Oui. Chose à Joseph Emmanuel. Il faut faire attention de considérer qu'on vit dans une situation normale. Non, justement, je suis d'accord. Non, laissez-moi terminer. C'est justement, nous sommes conscients. Nous sommes conscients qu'en fait, comment je peux dire, ils activent, ils brandissent cet aspect-là pour démontrer que, mais je veux que les Camerounais sachent que même si le MRC, et d'ailleurs le président au cours du Conseil national a demandé au parti de donner la latitude de choisir la procédure de sa candidature. C'est-à-dire que ce n'est pas le MRC qui va décider, c'est lui. En tant que notre candidat investi par le parti, il a demandé qu'on lui laisse la liberté de choisir la formule dont il ne vous dira pas comment il va procéder pour être candidat, mais au moins vous voulez que les Camerounais sachent que même si le gouvernement, c'est-à-dire que ces spécialistes, ces matchs qui ergotent dans les médias pour démontrer que par rapport à cet article 15, je voulais seulement que les Camerounais connaissent l'esprit de cette loi-là. Donc je ne suis pas naïf, on n'est pas naïf. Le docteur Pierre Balaguel quand on répond. Comment vous avez perçu, il y a notre confrère Cameroun Tribune qui a sorti il y a quelques semaines les partis politiques susceptibles, d'après lui, de pouvoir investir un candidat en écartant notamment justement la plateforme qui était annoncée comme devant porter la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que ce n'était pas bien un signal quand même? Non, là c'est pas ça, vraiment c'est pas un débat pour nous puisque la plateforme n'est pas un parti. La plateforme c'est un regroupement donc ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique représenté dans aucune des institutions. Donc c'est normal qu'on ne cite pas la plateforme parce qu'on parle des partis qui ont des élus. Donc on va citer les partis. Une plateforme n'est pas un parti politique pour dire qu'elle a des élus. Non, là il n'y a pas de débat là-dessus. Donc ils ont sorti la liste des partis qui ont des élus susceptibles d'investir en candidat. En fait, l'objectif justement de cette publication, c'était le MRC. C'était pour démontrer que le MRC ne peut pas investir de candidats. Parce que c'était l'objectif.